Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Étoiles du droit et de l'innovation, le podcast qui vous propulse dans l'univers juridique de demain. Je suis Quentin Ramaget, juriste en droit des sociétés, LegalOps et fondateur de Legal Jedi. J'accompagne les directions juridiques et les cabinets d'avocats dans leurs projets de transformation. Je les aide à trouver l'équilibre dans la force entre l'humain et la technologie. Je les aide à ne pas tomber du côté obscur du fameux "on a toujours fait comme ça". Mais assez parlé de moi. Si vous êtes ici, c'est surtout que vous voulez entendre l'histoire de ces véritables aventuriers et visionnaires du droit. Ils nous viennent des quatre coins de la galaxie juridique. Ils sont juristes, avocats, notaires, éditeurs de LegalTech, entrepreneurs, mais surtout passionnés. Dans ce podcast, vous découvrirez des échanges captivants avec ces pionniers qui, comme nous, croient en un droit plus moderne, plus clair et surtout plus accessible. Alors embarquez avec moi à la rencontre de ces esprits révolutionnaires qui redéfinissent les contours de nos professions. Bonne écoute. Hugo, bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation pour participer aux Étoiles du droit et de l'innovation. Bienvenue. Déjà pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, parce que certains peut-être ne te connaissent pas, les malheureux. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de parler un peu de qui tu es, de toi, de ton parcours et d'où tu viens et où tu vas. Merci Quentin, bonjour. Sache que je suis vraiment, vraiment ravi que tu m'aies fait signe pour ce podcast. C'est quelque chose que j'espérais secrètement depuis que j'ai vu que tu te lançais dans l'aventure du podcast. Et ça arrive assez vite et j'en suis très honoré. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Hugo, j'ai 50 ans, j'ai été notaire pendant une bonne partie de ma vie. J'ai été une petite quinzaine d'années notaire associé à Lille, dans le Nord. Et il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Alors ça veut simplement dire que j'ai quitté mon office, j'ai vendu mes parts, je ne suis plus notaire et je m'occupe exclusivement de ce que je faisais un petit peu en mode passion à côté, c'est tout le sujet, c'est gérer le sujet numérique dans les offices. Et aujourd'hui, donc, je consacre mon activité à accompagner les notaires, mais depuis quelque temps maintenant, les juristes en général, dans leur sujet de transformation numérique. J'ai une tendance en fait à d'abord tirer et puis ensuite viser. Donc à force de bien se connaître, c'est assez utile. Et en réalité, je vais là où les clients ont des besoins. C'est-à-dire là où je peux régler des problèmes. Et vu qu'il n'y a pas de... Voilà, je suis un vendeur de solutions. Et alors les irritants du notariat, je les connaissais bien, j'en ai beaucoup souffert d'ailleurs. Et donc la légitimité première, c'était le notariat, sur les sujets de dématérialisation, de meilleure organisation, de fluidité, de télétravail, de meilleure utilisation des logiciels qu'on a en place. En gros, viser l'efficacité professionnelle et donner les meilleurs outils en fait au quotidien aux collaborateurs. Et là, depuis une petite année, eh bien, un nouveau terrain de jeu, c'est l'intelligence artificielle générative, dédiée aux notaires principalement, mais je vois que j'arrive à utiliser maintenant ce que j'ai appris sur l'IA vers d'autres professionnels, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine ou que ce soit des avocats, c'est-à-dire en tout cas des professionnels du service pour qui la relation avec le client est essentielle. Et ça, pour ça, l'IA générative est magique. Merci pour cette présentation, Hugo. Euh, pour repartir un peu de ton parcours, donc ancien notaire devenu digitalisateur et vendeur de solutions, le notariat, comme d'autres métiers du droit, hein, le droit en général, sont des métiers assez pas poussiéreux, faut pas dire ça, mais, mais on va dire des métiers qui ont une certaine histoire et culture, Tradition et culture, tradition exactement. fortement ancrée. Le confort est plutôt apprécié, on a toujours fait comme ça et le maître mot pour encore beaucoup de professionnels du droit. Comment a été accueilli l'arrivée d'un personnage comme ça, d'un vendeur de solutions et de digitalisation dans le notariat? Est-ce que c'était bienvenu à bras ouverts ou au contraire, est-ce que c'était plutôt stupeur et tremblement? Quel est cet ovni qui débarque parmi nous? Alors, il y a eu un petit peu de tout, mais alors en fait, si je reviens quelques années en arrière, en pleine période de Covid et
de déménagement des ordinateurs, des dossiers papier, des notaires et des collaborateurs chez eux, là, quand on était tous confinés. Euh, alors, moi, à l'étude, et alors surtout moi, à titre personnel, en fait, vu que j'étais déjà en situation de mobilité à 100%, ben, j'ai pas senti la différence et j'étais surtout très très heureux chez moi, avec aucune envie de rentrer travailler à l'étude. Ce qui était différent pour mes associés qui n'avaient pas en fait ces pratiques tout simplement ou cet état d'esprit et donc qui étaient collés au bureau avec leur dossier, mais ce qui permettait d'avoir voilà, une situation hybride avec des gens sur place et des gens à distance. Mais c'est surtout à ce moment-là que j'ai beaucoup de copains notaires qui m'ont appelé parce que j'étais déjà quand même clairement identifié sur le sujet numérique. On ne m'appelait jamais pour une question fiscale ou pour une question de liquidation de régimes matrimoniaux. En revanche, on m'appelait tout le temps pour savoir comment animer les équipes à distance, quel était le meilleur VPN et quelle était la meilleure version du logiciel informatique. Voilà. Donc ça, pendant le Covid, en fait, et c'était, je crois, le petit déclenchement. Et c'est tous les copains qui m'ont appelé pour faire appel en fait à mes compétences et mes connaissances sur le sujet du numérique. Et je me suis aperçu que quand je les rappelais entre 20h et minuit, bah, j'étais tellement plus heureux et épanoui à parler de ça avec mes confrères que de gérer les difficultés des clients à disposer des documents, des offres de prêt, des permis de construire en temps et en heure. Je me suis dit, mais voilà, j'accompagne des clients pendant ce confinement, des clients parisiens qui quittent la ville pour changer de vie vers plus de confort. Génial. Mais il y en a marre de travailler pour les autres et pourquoi pas moi. Donc en fait, c'est une demande des clients, des confrères qui sont aujourd'hui des clients, qui me demandent mon avis sur ces sujets. Et je me dis, premier constat, en fait, qui sont les constats pour moi au point de départ d'un projet entrepreneurial, c'est euh, identifier et bien identifier et connaître les problèmes d'une profession en particulier. Alors là, je le vivais très bien. Deux, avoir une partie des solutions. Ça, je l'avais en fait depuis toujours parce que je Ouais. travaillais à ce quotidien-là depuis toujours. Et puis trois, si on est 5000 à faire le même boulot, ça n'a pas de sens. Par contre, là, il y avait juste personne. Donc, j'avais réuni les trois conditions, connaissance des irritants, connaissance d'une partie des solutions, et quelque part, personne sur ce marché. Il n'y avait plus Donc qu'un. j'avais créé ce que j'appelais mon océan bleu. Voilà, on est sorti un petit peu de la concurrence confraternelle entre notaires et j'avais créé mon marché. Mais en réalité, bah, dans mon marché, il y avait pas de clients du tout. Donc les besoins, ils étaient peut-être là, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer encore parce que les notaires n'avaient juste jamais rencontré un ancien confrère qui changeait de vie pour s'en occuper. Donc, l'idée géniale, mais il fallait que je construise mon marché. Donc, stupeur pour moi un petit peu au départ. Alors, c'est les institutionnels, conseils supérieurs du notariat, organismes de formation, éditeurs de logiciels, qui trouvaient tout de suite utile de faire appel à mes services. Pour les confrères, c'était moins un réflexe. Hmm. En revanche, j'ai quand même travaillé avec des copains, des amis, les proches, en fait, Ouais. parce que cette relation faisait que on me donnait ma chance. Euh, Aujourd'hui, mais depuis quelques mois seulement, je travaille avec des notaires que je ne connaissais pas, mais qui sont intéressés par mon accompagnement. Mais au final, voilà, je dirais c'est à 5 6 mois. Et je travaille pour des notaires et pour des éditeurs de logiciels ou pour des legal tech. En fait, je fais le pont. Je mets du numérique chez les notaires et je mets du notaire dans les boîtes informatiques, en gros. C'est de faire parler ces deux mondes et faire collaborer ces deux mondes le maximum. Ouais, c'est vrai que c'est une demande qui est assez souvent, moi je l'ai aussi expérimenté, parce que un peu comme toi, quand j'étais en cabinet d'avocat, en général, quand on me donnait un dossier, c'était pas parce qu'il était complexe techniquement, mais c'était parce qu'il y avait de la gestion de projet ou qu'il fallait bidouiller avec tel ou tel outil. Et en général, les avocats plus classiques, eux, s'occupaient de la partie technique, juridique. Moi, Mhm. on venait me voir parce qu'il y avait de la gestion de projet, il y avait, il y avait du numérique, il fallait faire le closing complètement à distance et électronique. Mais c'est vrai qu'après, voilà, une fois quand j'ai créé Legal Jedi, donc pour accompagner les juristes et les directions juridiques, pareil, les premières demandes, elles venaient pas mal d'éditeurs de Legal Tech Mhm. qui ont besoin de ce pont, où il Complètement. y a un besoin chez les juristes et dans les directions juridiques. Comme les notaires, le besoin est là, mais ils n'ont peut-être pas encore conscience qu'ils ont besoin. Donc il faut Mhm. aller allumer
petite étincelle pour dire, regardez bien, vous avez besoin et je vais vous montrer, je vais mettre le doigt sur ce besoin et ensemble, on va y répondre. Et c'est vrai que de faire le pont, c'est pas mal qu'il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui, maintenant, ça commence à évoluer, mais qui n'avaient pas forcément d'équipe, plutôt de juristes. De plus en plus d'éditeurs maintenant prennent des juristes en interne pour justement faire ce pont, mais c'est pas le cas de tout le monde et des profils comme le tien qui connaît le métier parfaitement et qui en plus connaît les solutions et la partie tech, d'avoir quelqu'un qui est capable de parler les deux langages et de traduire et de faire le juste milieu, c'est hyper, hyper utile. Mais tu vois, là, en termes de culture, la culture des professions juridiques, c'est certainement pas d'aller faire appel à des consultants extérieurs, Mm. alors que dans la culture d'une entreprise, éditeur, ESN, ça l'est déjà bien davantage. Donc, avec le recul, j'imaginais faire au début 80% de mes anciens confrères parce que c'était pour moi la clé d'entrée dans une étude, mais comme ça, en gros, sans effort et 20% sur les autres. Évidemment, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Mais avec le recul, je le comprends tout à fait. Et j'avais plus, en fait, j'ai plus en fait, la valeur que je pouvais apporter, donc la connaissance du métier, euh, pour une étude de notaire, ça en a, mais ça en a bien davantage pour un éditeur de solutions informatiques qui adresse le marché des notaires. Euh, pour certaines d'entre elles, j'ai travaillé avec les équipes marketing, avec les équipes du commerce, avec les équipes même avec les devs, où les devs, en fait, on leur demandait des développements de fonctionnalités demandés par des clients notaires, mais ils n'avaient jamais mis les pieds dans une étude. Donc, ça permettait également de comprendre pour eux la raison de certaines tâches qu'on leur demandait de faire. Et tout d'un coup, ah bah voilà, je comprends. Ah bah si dans une étude ça fonctionne comme si, bah je comprends que j'ai cette demande-là. Ok, donc ça a du besoin. Et donc tout d'un coup, bah, ils avaient la banane et ils se mettaient à développer encore plus facilement certaines solutions ou certaines fonctionnalités. Parce que tout d'un coup, il y avait ce côté, je me mets à la place d'eux. Mais on ne peut pas se mettre à la place d'un notaire ou d'un clerc de notaire quand on est derrière son bureau, son PC et qu'on code toute la journée. Bah voilà, il faut qu'il y ait un clerc, un notaire qui se pointe et qui partage tout ça. Donc c'est très enrichissant en tout cas. Oui, c'est vrai qu'en ayant la même casquette, le, comment dire, l'ancien notaire, quand il arrive chez un autre notaire, il faut justement essayer de dire non, je ne suis pas là pour le Hugo notaire, je suis là pour le Hugo transformateur. En Mhm. revanche, quand tu travailles avec un éditeur, c'est le Hugo, je parle le langage éditeur, mais je suis aussi Hugo ancien notaire. Je connais le métier, je connais comment il fonctionne. Et du coup, c'est être un peu, faut être un peu schizophrène dans notre métier pour être la même personne, mais se présenter différemment. Euh, et, et voilà, et moi, c'est pareil, parfois quand j'interviens en direction juridique, je le dis tout de suite, je viens pas là pour faire du droit. Le droit, je vous le laisse. Je le connais Bien parce que volontiers. voilà, je vous le laisse volontiers. J'ai été juriste pendant 10 ans, je le suis toujours, mais le droit, je vous le laisse. En revanche, je suis là pour faire le droit différemment, avec des nouveaux outils, des nouveaux process, mais je ne changerai pas le droit, on va pas changer ce que vous écrivez, mais plutôt comment vous l'écrivez, comment vous l'automatisez, etc. Donc c'est assez intéressant. Et justement, concernant les métiers du droit, donc on peut parler des notaires, mais de tous les métiers du droit en général, face au changement, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'ambiguïté entre à la fois une volonté de changer et en même temps la crainte. C'est-à-dire que je pense que de plus en plus de professionnels du droit ont conscience, alors encore plus maintenant avec l'IA, mais qu'il y a un vrai changement qui s'effectue dans le domaine juridique. Et donc, ils veulent y aller parce qu'ils ont conscience que s'ils n'y vont pas un jour ou l'autre, bah, ils auront loupé le train. Et en même temps, il y a quand même une très forte crainte qui demeure, qui je pense est particulièrement forte chez les professionnels du droit. Alors, pour tout plein de raisons, hein. Ça peut être la peur du changement lui-même, ça peut être la protection, ça peut être l'habitude, ça peut être tout plein de choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi, cette ambiguïté un peu, je veux y aller, mais en même temps j'ai peur, je saute pas, un peu comme au saut élastique. Les professionnels du droit sont là, ils sont attachés à l'élastique, mais il faut sauter, mais ça prend du temps. Oui, oui, évidemment, je constate à peu près la même chose. Alors, je pense que c'est au-delà des... Alors, peut-être que, j'allais dire au-delà des professions juridiques, c'est absolument certain, parce que dès que tu parles transformation,
tu touches à 100% d'humains. Et donc là, on a une diversité de profils, mais de manière universelle, on les retrouve à peu près partout. Peut-être que notre formation universitaire qui nous met totalement de côté les sujets de management, les sujets d'accompagnement, de transformation, de gestion de projet, aucune de ces manières-là, de ces matières-là ne sont abordées. Et donc, on arrive avec un grand sourire dans une étude ou dans un cabinet d'avocat ou en direction d'entreprise en étant sûr de sa compétence juridique et en étant certain que c'est le critère différenciant. La notion de client, moi, je n'ai pas l'impression d'en avoir entendu parler à l'université, par exemple. Et c'est pour moi un vrai objectif. C'est aussi ce qui va me motiver à me lancer dans un plan de transformation, à changer ma perception du monde, de mes pratiques professionnelles, parce que on me demande d'être juriste, ok, de faire de l'analyse, mais au final, pourquoi je fais du droit? Pourquoi je fais du droit? Est-ce que c'est pour un client, et auquel cas il est absolument nécessaire que je puisse m'adapter à lui? Et si je m'adapte, eh ben, j'adapte mon langage, j'adapte ma façon de travailler, et je passe mes journées en fait à m'adapter à mes clients. Et donc ça me met dans une position de changement, parce que alors c'est d'autant plus fort quand tu es patron, quand tu es devenu notaire ou devenu avocat et pas simplement collaborateur, parce que la notion de client, bah, c'est quand même c'est l'alpha et l'oméga de ton boulot en fait, hein. C'est quand même lui qui va c'est lui qui fait tourner ton cabinet, c'est lui qui fait tourner, qui paye tes collaborateurs. Et cette notion de changement, entre je rentre à l'université et en fait on t'apprend, on t'enseigne comme on enseignait aussi déjà il y a 50 ans. Tu arrives dans des cabinets d'avocats, des études de notaire qui ont en fait, alors peut-être, je pense que c'est peut-être encore plus marqué dans le notariat, où tu as l'impression de rejoindre une institution. Où, tu vois, moi dans mon étude à Lille, il y a des locaux magnifiques, un bel hôtel particulier très grand, mais en fait, chaque pas que tu fais dans l'étude te, te raccroche en fait au passé. Parce que la maison est ancienne, parce que tu as la liste des 42 successeurs ou prédécesseurs qui font que ton étude a été créée fin du XVIIIe siècle et tu n'es qu'en fait un relais parmi tant d'autres. Euh, comment pouvoir élaborer un projet d'entreprise tourné vers le client avec du management moderne et pas celui que tu reproduis, qui est celui qu'on t'a appris et qui était de toute façon complètement déjà à côté de la plaque à l'époque. Mais tu avais un projet professionnel qui était d'être notaire, donc tu te tais, tu y vas, et vu que tu n'as jamais appris autre chose que ça, bah, tu reproduis aussi les mauvaises habitudes. Et, et cette résistance au changement, tu vois, le côté dans le notariat, là où il peut y avoir, je pense, des fortes résistances, c'est du point de vue historique, culturel, institutionnel. Tu es obligé de passer chez le notaire, ce qui veut dire que la relation client, on s'en préoccupe depuis quelques années, mais ce n'était pas au cœur des préoccupations des prédécesseurs, vu que de toute façon, le client, il était assez fidèle, entre guillemets, il était d'abord obligé de venir te voir, Ouais. et quand il était là, il y avait une sorte d'autorité naturelle. Alors, c'est plus vrai, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais la tradition, l'histoire, c'est aussi que ce notaire de famille que tu gardais pendant 10, 20, 30 ans, je pense que les clients, même non satisfaits, même non pleinement satisfaits du service rendu, restaient en fait assez attachés à l'étude et n'allaient pas forcément voir ailleurs. Donc, je ne pense pas que ça puisse motiver aussi des notaires à remettre en cause leur pratique professionnelle, à développer de nouvelles offres de services. Et puis, dans le notariat, historiquement, c'était plutôt les collaborateurs qui cherchaient des études. Ça s'est retourné quand même assez récemment, où c'était plutôt les notaires qui pleuraient derrière les collaborateurs. On ne savait plus comment faire pour les conserver chez nous. Et ça a été très difficile à gérer, mais une bonne claque aussi pour le notariat, en se disant, il faut peut-être se remettre en cause sur plein de sujets, les rémunérations, les conditions de travail, le télétravail, et tout simplement, ben voilà, on a des générations qui sont arrivées sur le marché du travail depuis une petite dizaine d'années ou même une quinzaine d'années, et ben c'est plus juste les petits soldats que vous étiez il y a différentes années. Donc remise en cause obligatoire. Ouais. Et vu que dans la tradition, on n'était ni de bons managers,
Eh bien, voilà, donc avec des difficultés. Et donc les notaires eux-mêmes ont montré qu'il était difficile de changer. Mmh. Et donc, naturellement, on insuffle ce sentiment-là aussi à nos collaborateurs. Donc, on ne peut pas se plaindre que nos collaborateurs ne veuillent pas changer, vu qu'ils ont souvent eu des modèles de la part de gens qui les rattrapaient, qui les ramenaient vers le passé, qui n'ont pas voulu changer non plus. Donc, beaucoup de Ouais, culture, en fait. Oui. je rejoins tout à fait ce que tu dis, hein, sur l'habitude et le besoin. C'est vrai que dans les métiers comme le notariat, où il faut passer chez le notaire, dans certaines étapes de sa vie, on ne peut pas faire autrement. Du coup, ça crée effectivement un sentiment d'obligation, alors pour le client en certes, mais le notaire est entre guillemets «tranquille». C'est que les clients ont besoin, donc passeront par là, que le service client soit impeccable ou pas, il faudra sa signature à la fin pour passer cette étape, que ce soit l'achat d'un appartement, un contrat de mariage ou que sais-je. Heu, Moi, ça fait 10 ans que je travaille, à Luxembourg, et Luxembourg, on peut pas dire, au risque de pas me faire que des amis, ce soit le pays le plus, avancé en termes de transformation et de digitalisation du domaine juridique. Et on le voit, c'est que de nombreux clients viennent du monde entier, à Luxembourg, et les cabinets d'avocats en particulier, y compris d'une certaine renommée, heu, en sont au stade zéro en termes d'évolution et de digitalisation. Et je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est que les clients ont besoin d'un avocat local qui connaisse, le droit luxembourgeois, qui connaisse, les formalités, les process, et cetera. Et du coup, ça entretient une espèce d'écosystème, figé à une époque qui n'est pas 2024 ou Mhm. qui n'est pas l'actuelle, mais où, les cabinets d'avocats savent que les clients ont besoin, et que du coup, effectivement, l'effort d'aller se transformer alors que le client n'a pas demandé. Après tout, pourquoi j'irais me transformer et dépenser, non seulement en consultant, en outils et bousculer mes habitudes, alors que les clients sont là, que ça se passe bien, que, les sous rentrent. Voilà, je pense que du coup ça donne l'impulsion du changement d'autant plus difficile, c'est qu'il y a pas, urgence. Alors que dans d'autres, par exemple en direction juridique en entreprise, il y a un peu plus urgence. Les budgets se sont resserrés, les équipes doivent faire, toujours plus, avec moins, qui fait que voilà, le changement, il devient plus nécessaire. C'est un peu plus une condition de survie de la profession Mhm. du salarié, hein, qui veut aussi, maintenir ses conditions de vie, avoir, une vie à peu près normale et pas travailler 24 heures sur 24, comme un robot. Donc voilà, il y a un certain contraste entre les métiers ou des secteurs où faire à l'ancienne, finalement, convient encore à tout le monde et où le client ne se rend pas compte qu'il paye une fortune pour quelque chose qui n'a pas de valeur ajoutée parce que ça n'a pas été digitalisé. Et il y a d'autres domaines, les jurys d'entreprise où voilà, le besoin est plus déjà là, donc peut-être que là, amorcer le changement est plus facile. Heu et mmh et justement, toi, en tant qu'accompagnateur du changement, quelles sont tes tes méthodes ou tes conseils pour à la fois amorcer le changement qui se passe bien et ensuite, tout au long de tes missions, pendant le déroulé, quelles sont les principales étapes, de conduite du changement? Mhm. Alors, ça dépend. En fait, c'est quasiment du sur-mesure avec chaque client parce que j'ai toujours en fait des études que j'accompagne qui sont, elles font le même métier, mais j'ai autant de façons. En gros, je trouve autant d'organisation de travail que j'ai d'études. Ils ne sont jamais tous réellement au même niveau. Là, je te parle même au niveau macro. Et quand je rentre au sein de l'étude, ce que je vois toujours et tout de suite, c'est qu'en fait, et je m'appuie énormément là-dessus pour enclencher le changement, c'est que la plupart du temps, j'aime énormément moi, cette règle de Pareto 80-20, où j'ai 80% des solutions, ils les ont. Ils les ont notamment dans des bonnes pratiques parce que leurs collaborateurs ont tourné avant dans d'autres études et ont expérimenté les meilleures pratiques. Ce ce qui est systématique dans une étude, et je pense que là, dans n'importe quelle entreprise, on peut tout à fait généraliser, un collaborateur qui quitte une boîte et qui arrive dans une nouvelle, qu'est-ce qu'il a envie de faire?
et ben, il a envie de s'intégrer socialement. Il a envie d'être reconnu, il a envie de faire plaisir à son patron, il a envie de... ses premiers jours et ses premières semaines, elles sont importantes pour lui. Donc, donc socialement, qu'est-ce qu'on fait? C'est la théorie du singe capucin. C'est que lui, il est capable de désapprendre pour se faire intégrer dans une nouvelle communauté. Il va laisser toutes les bonnes pratiques au vestiaire, en dehors de la nouvelle boîte. Et dans le notariat, vu qu'on n'est pas des super bons managers, pour ce que je connais, euh, il est très rare que l'on demande même des rapports d'étonnement aux nouveaux collaborateurs au bout de 8-10 jours en disant, bon, maintenant que tu es chez moi, dis-moi, ton expérience d'avant, qu'est-ce qui te choque en arrivant chez moi? Qu'est-ce que tu pourrais simplement importer pour que nous, on puisse s'améliorer à l'étude? C'est quelque chose, à chaque fois, j'interroge les notaires que j'accompagne, à chaque fois, on me regarde en me disant, c'est pas bête en fait, peut-être qu'on, mais jamais, systématiquement, jamais on le fait. Donc, moi, quand je rentre dans l'étude, toujours première journée d'observation, et je constate systématiquement que les niveaux de pratique sont tout à fait différents. Un exemple tout simple, le logiciel de rédaction d'acte, qui est le cœur du réacteur, on va dire, logiciel d'une étude de notaire. Alors, de manière tout à fait traditionnelle, personne n'utilise plus de 5%, 50% de ces fonctionnalités, là on est tous d'accord. Sauf que dans la tranche 0 à 50, je vois entre 10 et 50, je vois de tout, et je vois qu'en fait, il y en a certains qui utilisent très bien les logiciels. Alors, premier constat, ils sont jamais valorisés par rapport à d'autres. Et au contraire, ils sont récompensés parce qu'ils récupèrent plus de dossiers, vu qu'ils sont plus efficaces, et qu'au moins avec lui, quand on lui file un dossier, au moins on sait que ça sort. Donc celui qui utilise 10% du logiciel, qui passe en fait 1 heure de plus par jour pour faire la même tâche, ben, c'est tout bénef, parce qu'à chaque fois qu'un notaire lui file un dossier, on sait que c'est long, donc on va plutôt pas lui en donner. Et ça, je pense qu'on le voit de manière absolument générale. Les bons éléments sont ceux qu'on sollicite le plus. Et ils sont bons pourquoi? Parce que, alors, ils ont eu en général le même niveau de formation, mais surtout, c'est parce qu'ils sont plus curieux que les autres. Ils suscitent toujours plus de curiosité, d'intérêt. Ils vont cliquer, ils vont faire des clics droits. Je sais que toi et moi, on aime bien ça. On fait clic droit partout là où on peut. Le but du jeu, c'est de faire planter la machine pour toucher ses limites. Mais ces gens-là, ils ont appris beaucoup plus de choses tout seuls et ils sont récompensés comment? Eh ben, on leur file plus de dossiers. Donc, ils sortent plus tard et au final, ces bons éléments, c'est eux qui subissent le plus de stress et qui sont sujets à des burn-out et pas le bore-out de celui qui utilise 10% du logiciel. Donc, le constat universel, les bonnes pratiques, elles se trouvent souvent chez vous. Et donc, moi, j'essaie de les identifier pour qu'ensuite, après, qu'elles puissent se diffuser tout simplement. Ça permet aussi de mettre en lumière les bons éléments et ceux à qui on va dire, bah, toi qui es doué là-dessus, je vais peut-être t'enlever 2, 3 dossiers, mais 1 heure par semaine, tu vas aller faire un peu de formation, tu vas être notre référent mise à jour du logiciel, tu vas être notre référent bonne pratique, vous mettez en avant des collaborateurs et vous débusquez là où il y a des bonnes pratiques partout et surtout le nouveau qui vient de l'extérieur, vous lui dites comment tu peux m'apporter de nouvelles infos, pas des secrets de fabrication du confrère, mais de dire qu'est-ce que tu trouvais bien dans ton ancienne boîte et que tu penses qu'on pourrait gagner à intégrer. Donc ça, en bonne pratique, ça marche assez souvent. Et là, il n'y a pas de nouveau logiciel, il y a pas de surcoût de quoi que ce soit. Au contraire, on valorise les humains, on valorise les collaborateurs qui savent. Euh, en autre, C'est un peu ton quick win, c'est que non seulement il n'y a pas, voilà, il y a pas d'acquisition, pas de coût, la solution elle est là, il faut juste mieux mettre en l'outil. lumière et du coup c'est quelque chose voilà, que tu peux aider ton client à mettre en place rapidement. C'est voilà, une approche différente mais qui a ni coût ni contrainte finalement, qui est tout bénef. Alors qu'à la base, ça peut faire peur, effectivement, comme tu disais, on ne demande pas à un nouveau collaborateur au bout de 10 jours, alors qu'est-ce qui va pas? On a plutôt tendance à lui dire, alors tu es mieux payé, tu es mieux ici que là où tu étais avant. Et finalement, ça n'apporte rien. Alors oui, sur le coup, ça fait plaisir, mais de poser la question dans l'autre sens, qu'est-ce qui était mieux avant? C'est d'autant plus bénéfique que juste de s'autosatisfaire d'avoir apporté 10% de plus de paye. Ouais, et puis comment dire, c'est un autre bénéfice qui est monumental. Je trouve, c'est un bénéfice en termes de management. Ça veut dire qu'on place le collaborateur non pas comme étant celui à qui on va demander de sortir les dossiers.
on va vraiment le mettre en avant. On va, on va surtout tout de suite déjà mettre un niveau de confiance dans la communication de manière assez élevée. C'est-à-dire qu'il y a un patron qui, au bout de 8 jours, alors que l'autre, il est en période d'essai encore, donc il peut être Ouais. un peu flippé en disant non, 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 c'est pour montrer que l'étude n'est rien sans ses collaborateurs. Et c'est pour ça, on n'a pas envie d'embaucher des tocards qui utilisent 10% du logiciel et qui mettent 3 heures de plus à sortir un dossier. On a tout simplement envie d'emmener avec nous les meilleurs. Et les meilleurs, c'est pas les meilleurs juristes. On s'en fout royalement. Ouais, de plus en plus, je suis persuadé que, de toute façon, aujourd'hui, si j'embauche une personne sur ses qualités juridiques, de toute façon, ses compétences, elles sont programmées pour être obsolètes, de toute façon. Et on va en parler, je pense, un petit peu à la fin. Pour me différencier avec des outils comme l'IA qui arrivent à l'étude, et dans toutes les professions juridiques, on est d'accord que on va énormément automatiser nos tâches. Donc certes, j'ai besoin de bons juristes à la clé pour vérifier la qualité des livrables qui seront produits par la machine, mais c'est pas ça que je vais chercher. Le bon collaborateur, bah, c'est celui qui va être curieux, c'est celui qui va avoir des compétences particulières en termes de communication, qui va avoir des compétences business, qui va pouvoir développer et ramener des clients, qui va pouvoir les fidéliser, qui va pouvoir personnaliser la relation qu'il a avec eux. C'est toutes ces compétences qu'il n'a pas utilisées, apprises à l'université, mais c'est là-dessus que ça va être différenciant. Et donc, l'acte du manager de dire qu'est-ce que l'on pourrait améliorer chez nous? Qu'est-ce que tu trouves pourri? Mais tout simplement, il ne faut pas avoir peur des mots. Ça place, ça pose tout de suite le cadre en disant la parole ici, elle est libre. Je ne vais pas le prendre personnellement. Ce que je veux, moi, notaire, c'est continuellement m'améliorer. Et bah, toi, tu as vécu d'autres choses que moi, j'ai pas vécu. Voilà, j'ai mon expérience, tu as la tienne. Mais fais-nous profiter de ton expérience. On a le droit de tout se dire aujourd'hui. On a le droit de tout se dire dans l'étude. Et quand tu as un climat de confiance qui est posé, eh ben, vu que pour aller faire remonter les besoins, les irritants, il faut bien qu'ils puissent être exprimés. Si tu as permis à tes collaborateurs de libérer leurs paroles en disant ça, ce serait quand même pas mal si on pouvait améliorer ça, parce que je gagnerais une heure. Quel patron ne rêverait pas qu'en fait on lui dise ok, bah, il y a juste il y a une brique de 365 qui permet de le faire. Ça tombe bien, c'est gratuit, on a déjà payé l'abonnement. Boum, on y va. Tiens, je sais que j'ai un copain qui sait le faire, mais un tel, il sait le faire. Eh ben, on monte en place des petites équipes, on monte tous en compétences, coût zéro, sauf je donne du temps à mes collaborateurs pour se former et le faire. Et on a un niveau de confiance, surtout sur la communication, qui permet. On a un terreau fertile, en fait, qui permet d'être super innovant tout le temps. Et ça, c'est hyper important. Je voudrais revenir sur un point assez important pour moi, je pense, c'est, tu as parlé tout à l'heure de référents, et c'est vrai que plus je discute et j'échange avec, que ce soit, des légalops ou des directeurs juridiques ou n'importe, c'est un mot qui revient de plus en plus souvent et on sent, voilà, que c'est un «rôle» entre guillemets, donc c'est pas une fiche de poste, c'est pas un poste, mais c'est que ça devient vraiment un élément clé, notamment dans les, situations de transformation et de changement. C'est que, OK, dans une petite équipe, où on va avoir, 5-10 personnes, on peut réussir à embarquer tout le monde. Autant quand on a des équipes plus importantes, il faut à la fois embarquer tout le monde pour laisser personne, de côté, parce que si on fait une transformation avec, je sais pas moi, 100 juristes, qu'il y en a 10 qui suivent pas, bah, c'est pas une transformation réussie. Mais en même temps, embarquer tout le monde sur tous les aspects au quotidien, c'est pas possible. Et justement le référent va permettre d'à la fois de faire l'intermédiaire qui va être celui qui effectivement est plus curieux, plus disposé, qui a envie aussi, parce que je pense que l'envie joue un rôle important, dans la conduite du changement. C'est que voilà, va y avoir ceux qui sont ultra réfractaires et qu'il va falloir, travailler au corps et peut-être prendre plus d'avantages par la main. Mais il y en a aussi qui ont clairement, envie, qui veulent évoluer, qui veulent changer et pouvoir s'appuyer sur eux pour avoir une première oreille attentive et pouvoir compter sur eux ensuite pour aller rediffuser, en râteau finalement un peu, les différentes étapes, les process et cetera. On sent que c'est quelque chose qui est devenu important et que ce n'est pas, je pense que ce qu'il faut qu'aussi les équipes comprennent, c'est que ce n'est pas élire l'employé du mois. Ça n'a rien à voir avec les résultats, de production. C'est vraiment juste mettre en lumière quelqu'un pour justement son envie, sa curiosité, qui va être utile aussi bien aux personnes qui sont,
euh, pas en dessous du coup, mais celles qui vont pouvoir communiquer avec lui pour faire remonter de l'information au-dessus. Et inversement pour le manager, qui plutôt que de parler à 100 personnes, va parler à 10 référents, qui eux ensuite iront répéter chacun à 10 personnes. Donc il a un rôle essentiel. Et je pense qu'on a de casser aussi peut-être cette idée reçue de ah oui, mais on ne veut pas mettre quelqu'un en avant, on ne fait pas d'élection de l'employé du mois. Non, c'est pas ça. Le référent, il est utile à tous, il est vecteur de changement réussi. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à mettre en place, quel que soit le métier ou la transformation. Ouais, et pour aller une fois encore dans ton sens, le référent, pour moi, il a trois qualités essentielles. Un, il est volontaire, donc tu sais t'appuyer sur quelqu'un. C'est c'est- c'est pas toi, patron, qui décide de qui va être le référent de tel sujet. C'est lequel d'entre vous veut être le référent, et là déjà, tu marques de l'engagement. Et puis souvent, c'est un collègue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus facile à un niveau hiérarchique équivalent, un clerc de notaire, notaire assistant, rédacteur, euh, s'il a un de ses collègues qui est le référent de l'étude, ben, il a du respect, il a du respect. Il a une autre forme de respect, et c'est pas quelque chose qui va être directif, descendant. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, et ça permet, comme tu dis, de s'appuyer aussi sur des sortes de managers de proximité, en fait, de donner des responsabilités qui sont hyper importantes à un collaborateur, donc niveau managérial plus, et, euh, et surtout ce côté, je vais avoir, si j'ai mon domaine d'influence sur 10 juristes, ben, c'est plus facile en proximité Mm, plutôt que d'être tout seul contre 100. ouais, Donc c'est j'ai sûr. évidemment, il est, voilà, le patron, il va donner la grande direction, il va plutôt influencer que convaincre. Hein. L'idée, c'est toujours le changement, de toute façon, tu n'arrives pas à convaincre. Si je suis convaincu du changement, ok, tu as changé, moi, dans ma sphère des idées, je suis convaincu. Sauf que ça a zéro effet sur mes comportements. Pour que tu puisses avoir un effet dans la sphère des comportements, pour changer les comportements, diffuser les bonnes pratiques, ben, il faut faire ce lien entre ces deux mondes. Et là, c'est jamais la conviction, mais c'est vraiment, on est dans l'influence. Et là, tu voulais aussi des petits tips, c'est un truc que je fais et qui marche plutôt pas mal, c'est de poser la question à l'envers, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui se passerait si on ne changeait pas? Et là, tout d'un coup, ça te permet de donner un cap et d'essayer de visualiser. Donc là, exercice, aussi bien pour le notaire que pour les collaborateurs, en disant, OK, ça, tu le fais depuis 10 ans, OK, c'est confort. Et si on se donne 5 ans, qu'est-ce qui se passe si on ne change pas, que tu continues de travailler? Et là, c'était assez facile en disant, ah oui, mais là, oui, ben, on voit que nos clients, ben, ils ont 50 de plus, ils ont utilisé les outils que nous, on n'utilise pas, les besoins des clients sont plus les mêmes. OK, l'IA, aujourd'hui, je peux encore vivre tranquille sans qu'elle me remplace. Dans 5 ans, je sais que ça va être compliqué. Donc, mettre les gens en fait devant leurs responsabilités et en essayant qu'ils se projettent et qu'ils visualisent, c'est aussi un truc qui marche bien. Top, merci. J'espère que tous les auditeurs auront bien noté hein, de poser les questions à l'envers. Non pas est-ce que c'est mieux ici que là où tu étais avant, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la nouvelle boîte et qu'est-ce qui se passe si on ne change pas, plutôt que d'essayer de convaincre à tout prix des bienfaits du changement. C'est vraiment de conseils hyper utiles. Merci Hugo. Tu en as parlé brièvement, mais peut-être j'aimerais bien revenir un peu plus. Tu as parlé voilà, de curiosité, de volonté, de gestion de projet. Ouais. Donc on parle bien de soft skills, Mhm. et j'ai l'impression, enfin même pas l'impression, la certitude, qu'on est en train d'assister vraiment à un changement radical, dans le domaine juridique par rapport aux compétences. C'est que comme tu l'as dit, jusqu'à présent on recrutait, que ce soit des notaires, des juristes, des avocats, uniquement sur des compétences, juridiques. Donc, il fallait cocher les cases de tel master, alors si possible de la meilleure fac ou de la meilleure université ou que sais-je, mais juridique. Donc, si je veux faire juriste M&A, il faut que j'ai fait le bon master en M&A dans la meilleure université possible. J'ai l'impression que là, on est en train de se prendre pas un raz-de-marée encore, mais une bonne vague de c'est bien, mais ça ne suffit plus. On se rend compte qu'il y a d'autres compétences, donc ces fameux soft skills ou compétences douces, mais elles sont douces que par le nom, à mon avis, parce qu'elles sont d'autant plus puissantes, voire importantes que les compétences techniques. Mhm. Euh, Quelles sont, selon toi, la liste est longue, hein, j'ai essayé de la faire plus d'une fois. Quels sont les 3, 4, 5 soft skills nécessaires
euh, pour les notaires ou pour les professionnels du droit d'aujourd'hui et de demain? Moi, je commencerais par l'empathie, l'intérêt, la curiosité, la communication. En fait, on va être de plus en plus assisté technologiquement pour rendre notre travail juridique. On a bien compris que l'IA, elle n'allait pas remplacer tout de suite notaires, avocats et compagnie, mais voilà, elle va remplacer les tâches que nous réalisons, et donc notre façon de travailler évolue plus dans l'expertise de qu'est-ce que je donne en input à l'IA, et mon expertise qui va aller vérifier ce qui va sortir. OK. Si on considère que ça, c'est tout à fait inéluctable, il y a plusieurs réflexions là-dessus. La première, les compétences juridiques, elles restent nécessaires, évidemment, et notamment l'IA me pousse vers un plus haut degré d'expertise. Ça, c'est une évidence. Euh, Ceux qui ont un niveau trop faible, eux, vont tout à fait être remplacés par l'IA qui a peut-être. Ouais, je m'amuse souvent à dire que c'est un petit peu un assistant deuxième, troisième année, deux, trois ans d'expérience, des choses comme ça, qui fait encore pas mal de conneries qu'il faut quand même bien encadrer. Une sorte de super assistant cocaïné, mais un peu foufou. Euh, si j'ai ce même niveau de compétence, celui-là, oui, il risque de toute façon à terme de me remplacer. Euh, J'ai l'impression que, et tu parlais tout à l'heure de nécessité ou autre, euh, comme étant un facteur, l'urgence, tu parlais de l'urgence comme étant un facteur qui facilite en fait les départs des transformations. Euh, Côté notaire, c'est toujours l'effet positif d'une bonne crise. Là, le notariat, ça fait bien 2 ans, comme toutes les professions qui touchent de près ou de loin l'immobilier, que ce soit les promoteurs ou les courtiers en prêt, des choses comme ça, ils prennent quand même une sacrée claque. Euh, et il y a deux façons de réagir. Soit considérer qu'effectivement, il y a des opportunités à venir. Et typiquement, je considère que ça, c'est un soft skill. C'est de se dire, j'ai des compétences business qui permettent de me dire, je ne suis pas qu'un notaire juriste spécialisé en droit fiscal ou en liquidation de régimes matrimoniaux, je suis aussi un chef d'entreprise. Ce sont d'autres compétences, et ça, pour ça, il faut avoir de l'intérêt, il faut être curieux, il faut être résilient, il faut être empathique, et tout ça, c'est des qualités humaines qu'il est vraiment important d'avoir parce que on navigue quand même dans des eaux un petit peu troubles. Je considère que moi, je me suis détaché depuis très longtemps de mon acte, de mon livrable. Je ne m'identifie plus depuis un certain nombre d'années à mon acte authentique. Pour autant, c'est comme ça que j'ai été formé. Et c'est pour ça que les notaires entre eux passent un temps infini à savoir quel type de pièces demander et des pièces le plus souvent inutiles, ou à quel endroit je mets la virgule, et qui se battent, entre guillemets, qui se battent entre juristes. J'ai fait du droit pour parler à un juriste. Et c'est juste pause. En fait, on se bagarre pour soi. En fait, il y a des clients qui nous regardent, ils comptent les points, et pendant ce temps-là, ils ne signent pas. Et la finalité du droit, c'est pas, euh, c'est pas une arme qui permet à des juristes de montrer lequel est le meilleur que l'autre. C'est un instrument de paix qui permet aux clients de réaliser des projets. Donc c'est plutôt Et donc, en pensant ça, en considérant que mon métier de notaire depuis des années, c'est pas un métier de juriste, mais c'est un métier de consultant, d'accompagnant, parce que j'accompagne des gens qui sont toujours dans une transformation personnelle. Ils passent du statut de célibataire au statut de marié, ils passent du statut de locataire au statut de propriétaire, ils passent du statut de vivant à celui de mort. Et en fait, je ne fais que gérer des situations personnelles où j'ai 100% d'humain, en fait, à traiter, et eux sont des situations de transformation. Donc en fait, le meilleur notaire, c'est pas celui qui sait où placer la virgule et quel est le taux de la CSG applicable sur une plus-value immobilière. Ça, on s'en tamponne, parce que je peux avoir des collaborateurs spécialisés là-dessus, et je vais surtout avoir des logiciels et de l'IA qui va m'aider sur le sujet. Et après, je vais avoir, même s'il y a quelques hallucinations encore, eh ben, je vais payer des beaux abonnements très chers à des éditeurs juridiques qui vont me donner de l'information de qualité. Et ma plus-value, elle va être sur la stratégie de conseil, elle va être sur l'écoute, elle va être sur l'empathie. Elle sera jamais elle sera jamais. On va dire que dans 80%, elle est plus sur ce terrain-là.
La rédaction des actes, elle va être automatisée de plus en plus. Et donc, si je dois faire un choix parce que mon chiffre d'affaires descend et que je ne peux pas garder tous mes collaborateurs, il est évident que je me sépare du meilleur juriste et du moins bon communicant. Parce que les compétences juridiques, elles peuvent s'acquérir en travaillant. Compétences humaines, soft et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne veux pas dire qu'en bas, tu les as ou tu les as pas. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur l'intelligence émotionnelle ces derniers mois. Ce sont des choses que tu peux véritablement travailler. Mais c'est plus difficile que d'apprendre des compétences hard juridiques que tu vas pouvoir empiler. Et pour terminer sur ce sujet-là, où évidemment, c'est le sujet sur lequel on doit s'accorder du temps pour sélectionner des candidats ou des associés ou des collaborateurs sur ces compétences-là. Ça, c'est pour moi essentiel. Euh, et ces compétences soft, en fait, il faut qu'on arrête de les appeler soft et il faut qu'on les rentre dans la catégorie des hard. De plus en plus, je vais avoir besoin, mais de manière, comment dire, hard-codée, j'ai besoin que dans le cursus initial, dans l'ADN du futur collaborateur ou du futur notaire, je dispose de ces compétences-là. C'est pas tant j'ai les hard et j'ai les soft à côté et puis ça reste plus ou moins étanche entre les deux. J'ai plutôt envie d'élargir le champ des hard en intégrant des soft à l'intérieur parce que ça fait partie, je pense, c'est peut-être pas encore un raz-de-marée, hein. On a des petits biais de consensus qu'on pense, toi et moi, que tout le monde pense comme nous, et je sais que c'est pas vrai. Je me fais aussi rattraper par la patrouille assez souvent. Ce qu'on pense et ce qu'on met en œuvre, c'est pas encore ce que pensent 80% des juristes, mais le sens de l'histoire, pour moi, il est écrit. Euh, il faut que ce soit l'humain qui gagne face à la machine. La machine est en train de faire des progrès prodigieux, donc elle va réduire l'humain, elle va le mettre un petit peu dans les cordes, et il va bien falloir que je puisse me distinguer de la machine par des choses qui ne peuvent pas être automatisées. Le droit est en train de s'automatiser, donc j'ai une expertise juridique certes, mais la relation que je vais avoir avec un client, j'en connais encore pas mal qui sont intéressés d'avoir quelqu'un au bout du fil et quelqu'un en face à face pour ressentir les besoins et les échanges. Donc, évidemment, celui qui est trop tourné vers le droit ou qui n'a que ça, ou qui n'a pour lui que sa liste de diplômes, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour lui. Ouais, ça, ChatGPT rédige de mieux en mieux, mais il est loin d'être empathique. Euh, et je sais même pas si il le sera forcément, je pense, d'une manière ou d'une autre, un petit peu plus un jour, mais l'empathie humaine ne sera Oui. jamais intégralement remplacée, alors que Mhm. de rédiger un document, je pense que les hallucinations vont se réduire, la technique va augmenter, parce qu'en même temps que les années passent, l'IA apprend aussi. Faut pas oublier que c'est du machine learning, donc l'IA apprend. Donc ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui peuvent encore, avec une bonne formation théorique, d'être devant la machine. Dans 5 ou 10 ans, le Master 2 en droit d'aujourd'hui sera bien en dessous de ce que sait faire l'IA. Donc, effectivement, l'heure du grand remplacement n'est pas là, mais plus le temps passe et plus la barre pour être au niveau va être haute. Et ça, je te rejoins assez quand on dit que voilà, les soft skills, c'est pas que c'est inné, mais effectivement, ça s'apprend moins facilement. Euh, et moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai jamais été un technicien de haut niveau, ou plutôt un expert juridique. Je pense que je suis trop curieux et je regarde trop à droite à gauche pour me concentrer sur, sur une matière en particulier. Mais ça s'apprend. Je veux dire, moi, j'ai fait mes études en France et j'ai commencé directement ma carrière au Luxembourg, où je ne connaissais pas le droit luxembourgeois. Je n'avais jamais ouvert la loi luxembourgeoise ou touché un document en droit luxembourgeois. Et pourtant, j'ai appris. Et toute l'équipe dans laquelle je travaillais, aucun n'avait étudié au Luxembourg. Et Mhm. pourtant, on a tous, ça fait des années qu'on travaille au Luxembourg, on est tous des juristes maintenant expérimentés luxembourgeois, donc on a appris. En revanche, quand un collaborateur manque d'empathie, de curiosité, de communication, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et plus c'est traité tard, plus c'est compliqué. C'est un peu comme les langues, je pense que T'as plus on raison. commence tôt, plus on commence tôt et plus c'est facile. Euh, et à ce sujet, moi, il y a quelque chose qui me choque encore assez. J'ai envie de savoir ce que tu en penses aussi. C'est justement par rapport au cursus universitaire, alors ce qu'on fait sur la France, hein,
c'est parfois assez impressionnant de voir à quel point la théorie, heu, juridique occupe encore une place vraiment énorme et que, les autres matières qui se rapprochent du coup des soft skills, mais les autres matières aussi, managériales, hein. Tu as dit plusieurs fois, depuis qu'on a commencé, on n'est pas des bons managers, on n'est pas des bons managers. Quand est-ce qu'on va former, les notaires ou les avocats ou les juristes au management? Quand est-ce qu'on va les former à la communication, à la gestion d'entreprise, à la finance ou à la compta? Tout est utile pour, toi qui es passé dans l'entrepreneuriat et cetera, on n'a jamais été formé à ça. Moi, j'ai été surpris d'aller en master de droit, pourtant dans un double diplôme, école de commerce, master de droit, pour animer un atelier sur les CLM. Les étudiants ne savaient pas ce qu'était un CLM. Tu m'étonnes pas. Alors que dans 6 mois, ils sont sur le marché du travail pour devenir, juriste ou avocat, qu'il y a à peu près, 1 chance sur 2 que dans la boîte où ils vont atterrir, il y ait un CLM ou du moins une legal tech, qui s'en rapproche. Ils ne connaissaient pas. Oui, c'est assez. Alors, c'est encore assez récent. En fait, au niveau de l'enseignement, alors nous les juristes, vu qu'on vient de l'université, toi, tu as vécu une autre forme d'expérience avec une école de management, une école de commerce, et tu as pu déjà voir que tu étais, les attendus n'étaient pas les mêmes, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Tu avais des groupes réduits, comme moi, on était 1500 en première année de droit à Assas. Euh, c'est quand même des conditions un petit peu différentes. Et le poids de l'histoire est encore beaucoup plus fort dans l'université, hein, elles sont centenaires. Et j'ai intégré une profession multicentenaire. Ça a 700 ans de notariat. Mmh. Donc, les études de notariat, ou les études juridiques universitaires qui mènent au notariat, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on n'ait toujours pas de gestion de projet, d'intelligence émotionnelle, qu'on rencontre la notion de client. Quand on fait des cas pratiques, on a des TD, des cas pratiques. Là, on était content de sortir de la théorie. Mais en fait, les cas pratiques, c'était quoi? C'était des cas pratiques qu'on écrivait. Euh, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué le client, le notaire derrière un bureau en mode serious games? Aujourd'hui, on a même la possibilité d'aller les digitaliser, ces trucs-là. Il y a quelques universités de droit qui le font, et c'est pour ça que j'en parle, mais il y a assez peu quand même d'encouragement. Et je pense qu'il ne faut pas attendre de l'université qu'on intègre tout de suite toutes ces compétences-là, parce que c'est d'abord très réglementaire, et donc on ne peut pas rajouter non plus 10 heures de cours par-dessus et compagnie. Euh, mais ce qui est nécessaire, c'est que les étudiants en droit aient conscience dès le début que les compétences juridiques ne leur seront pas suffisantes, que leurs seules compétences juridiques ne leur seront pas suffisantes pour trouver un boulot, pour se distinguer des autres. Et qu'aujourd'hui, alors, mon époque, on se distinguait effectivement avec un double cursus juridique école de commerce ou avec des bidocs, des bilicences, des bimétries dans une autre langue. Euh, Ça, aujourd'hui, ça va devenir, ce qui était exceptionnel doit devenir d'une certaine manière la norme. Aujourd'hui, Ouais. si on n'a que son bagage de juriste, vraiment, on ne fera pas le poids longtemps. On fera. Voilà, et ces autres compétences soft, eh bien, il faut les acquérir par soi-même, tout simplement. Il faut déjà. Donc, on a la plateforme que l'on connaît bien, du juriste de demain, qui propose ce genre de cursus. Il faut être curieux, intéressé, mais qu'en tout cas, le message. Et là, il y a des contenus, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des chaînes YouTube. En fait, il y a 1 million de nouvelles choses qu'on n'avait pas, nous, quand on a commencé à étudier. Mmh mh. Et je pense qu'il y a ces nouvelles générations qui vont pas attendre de l'université ou de l'école d'être formées parce que les réseaux sociaux vont faire que tu vois, un truc comme LinkedIn, où on voit de plus en plus d'étudiants sur LinkedIn, eh bien, ils vont déjà capter un petit peu l'ambiance que sera celle d'un professionnel. Ils vont pouvoir suivre quelques influenceurs du droit, de l'innovation du droit, euh, pour, euh, pour après se différencier par autre chose que par le droit. Donc, Mmh. à la fois, je me dis, oui, ça doit passer par l'université, mais j'ai plutôt bon espoir avec ces nouvelles générations qui arrivent, avec les outils qu'ils ont en main, avec le type de contenu que tu peux proposer notamment, d'ouvrir un petit peu leur esprit, les rendre plus curieux, pour qu'ils arrivent. Encore faut-il après que les entreprises qui les accueillent euh, identifient ces choses-là, ces Ouais. compétences nouvelles-là,
qui ne sont pas forcément sur un CV. Il y a les open badges qui permettent par exemple aussi d'aller mettre en avant des compétences particulières qui ne sont pas des diplômes délivrés par l'université. Donc il faut que les employeurs aussi aient bien conscience que le profil de rêve, c'est pas le bon juriste technicien, celui qui parle mal au client, qui n'a pas envie de le prendre au téléphone parce qu'il le dérange, parce que lui, il travaille. Mais non, c'est la finalité du client. Donc, j'organise mon étude pour mettre en contact mes collaborateurs avec les clients. Et celui qui rédige, il n'a pas de client. En fait, ça peut totalement modifier une organisation complète de boîte quand j'ai mis le client au centre. Mais ça, il faut l'avoir compris. Merci Hugo pour ce mot fort de la fin. Je je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais en tout cas, je pense qu'on a bien parcouru et échangé voilà, sur cette transformation du notariat et du droit en général, hein, où grâce à ton partage d'expérience, on peut voir aussi que tous les parcours sont possibles. Euh, on peut voir que Complètement. le, la résistance au changement, même si elle est encore là, n'est pas une fatalité et qu'il faut l'accueillir à bras ouverts, le changement, parce qu'il va s'avérer nécessaire et qu'il s'avère nécessaire pour tous. Mais en faisant les choses dans l'ordre, en identifiant les personnes clés, en identifiant les bonnes façons de faire, le changement n'a pour vocation que d'apporter une situation meilleure pour tout le Oui, monde. Il ne s'agirait pas d'être remplacé par l'IA, de perdre notre boulot ou de ne plus travailler. Il s'agit d'être, je pense, tout simplement plus heureux, en fait, aussi, de travailler de façon plus heureuse, aussi bien pour soi-même que pour l'entreprise dans laquelle on est. Je pense qu'on a bien vu aussi que les CV des jeunes étudiants de demain euh, vont être assez radicalement différents des nôtres. C'est-à-dire qu'on n'aura plus une liste de master et quelque part dans un coin les soft skills et maîtrise du back office. On va avoir des CV totalement transformés où on va avoir aussi, comme tu disais, voilà, des nouveaux, pas vraiment des diplômes, mais il y a de plus en plus de certifications à l'étude de formation de quelques heures, hein. tout à fait. Moi, voilà, j'ai une certification LegalOp. Il n'y a pas de master LegalOp encore. Je pense qu'étant en France, un jour ou l'autre, il y en a bien un qui va inventer un master en LegalOp. On aime quand même les masters. Mais voilà, c'est des certifications qui attestent quand même et même au-delà d'attester d'une compétence acquise, ça atteste de la curiosité de l'avoir fait en fait. Ça, je pense que voilà, C'est ça. il va falloir que les étudiants prennent le pli, il va falloir qu'il y ait aussi une adéquation entre les étudiants et les entreprises, que c'est bien beau d'encourager les étudiants à le faire, mais les entreprises, elles aussi, ne se disent pas, tiens, je vais arrêter de recruter forcément un étudiant qui a un quadruple master de Assas uniquement ou de je ne sais pas quelle meilleure université et c'est tout. Mais au contraire, je vais prendre celui qui a été dans une plus petite fac, mais qui ensuite a enchaîné même des expériences à l'étranger, qui s'est formé sur l'IA, qui s'est formé sur la gestion de projet. Euh, Quand les entreprises voilà, auront toute conscience que ce CV-là pèse bien plus, on aura une nouvelle harmonie du marché du travail, des façons de travailler dans le domaine juridique. Donc, encore merci Hugo. C'était vraiment un plaisir de bavarder avec toi, comme toujours, hein. Sans Euh, quoi et, partager, Quentin. et puis, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reparler, j'aurai l'occasion de t'inviter à nouveau d'ici. Allez, on peut donner rendez-vous dans 1 ou 2 ans pour voir où en est le notariat et où en est Hugo, l'ovni du notariat devenu expert Ouais. IA et transformateur, vendeur Ouais, de et je solutions. pourrais peut-être te parler du projet, du nouveau projet entrepreneurial que je mets en place en ce moment. Et ce sera l'occasion dans un an de voir si tout ça, ça aboutit. Voilà, une nouvelle aventure pour une nouvelle vie qui est en train peut-être de s'écrire en ce moment aussi, tu vois. Alors là, si tu nous laisses en plus avec un suspense pareil en fin Voilà. d'épisode, Là, j'espère que tu ça me va tends une obliger les gens belle à perche. écouter jusqu'au bout. Euh, donc on va couper l'enregistrement et j'attends que tu me dises juste après ce qu'il en est. Encore Ça merci roule. Hugo. Avec plaisir. Merci beaucoup, Quentin.